Depuis longtemps, Christine Angot, vous avez eu l'occasion, à travers de nombreux livres, d'écrire sur des situations, des événements, des moments que vous avez vécus personnellement. Je me demandais, au fond, comment, peu à peu, et désormais, que votre vie s'était trouvée racontée en littérature ainsi, vous viviez personnellement avec l'ensemble de l'histoire de votre vie. Parce qu'évidemment, ce ne sont que certaines séquences, certains moments que vous avez isolés pour écrire tel ou tel livre. Il y a donc des pans entiers de votre vie qui ne sont pas dans vos livres. Comment cela s'articule avec les premiers ? Comment vit-on, au fond, au jour le jour, avec une partie de sa vie publiée et l'autre pas ? Alors, d'abord, moi, je n'ai pas conscience du tout de ça. Je ne pense pas du tout à ça. Du tout. Pour moi, l'écrit, c'est pas... L'écrit, c'est pas... Ça, c'est, voilà, c'est... Si je pense à ma vie, je ne pense pas à l'écrit. C'est vraiment très, très, très séparé. Pour moi, il n'y a pas de... Je sais bien qu'il y a des éléments de ma vie que j'ai transporté, oui, mais ce que j'ai transporté, pour moi, c'est pas des éléments de la vie, en fait. Ce sont les choses ou les sentiments ou ce qui était à l'œuvre dans tel ou tel moment. C'est ça que j'ai écrit. Pour moi, c'est ça que j'ai écrit. Et qui est traversé ma vie, mais qui en traverse d'autres. Donc ça, déjà, c'est un point. Et vraiment, quand je pense à ma propre vie, ce qui m'arrive quand même tout le temps, je crois qu'on pense beaucoup à sa propre vie. Hein. Et puis, toujours avec, au fur et à mesure, suivant les moments de sa vie, on n'y pense pas tout à fait pareil. La pensée sur sa propre vie, c'est quelque chose qui est tout le temps en train de vivre. C'est tout le temps en train de bouger. C'est mobile. Il y a des éclairages tout le temps différents. Donc, oui, moi, il n'y a pas de... Je suis incapable de... Je sais pas. Oui, je vois pas... Non, je pense pas à ça. Mais alors, quand vous vous trouvez à écrire sur une période de votre vie particulière que vous pouvez choisir... Encore une fois, je n'écris pas sur une période. J'essaye d'écrire. Si je vais chercher une période, c'est parce que je me dis « Ah, mais là, il y avait ce sentiment. Là, il y avait telle chose. » Si je m'intéresse à un conflit, quel qu'il soit, un conflit comme ça... justement de supériorité, infériorité, ou n'importe quoi, ou des sentiments entrent en conflit, ou des choses entrent en conflit dans ma vie ou dans celle d'autres personnes avec qui je parle, etc., ou comme ça dans l'absolu, je me dis, ah bah tiens, là, je l'ai rencontré, moi. Là, telle chose qui m'intéresse, là. Telle chose qui m'occupe, telle chose sur laquelle je me pose des questions en ce moment. Là, je l'ai rencontré. Par exemple, dans Un amour impossible, l'amour pour la mère. Ah, mais je l'ai rencontré, à tel moment j'ai compris ça, à tel moment j'ai compris ça, à tel moment j'ai compris ça. Sur la question d'un abus de pouvoir, par exemple. Là, j'ai vu telle chose. Dans telle période de ma vie, j'ai vu. Ok. Donc, je vais essayer de voir
s'il n'y a pas quelque chose, si du coup je ne peux pas essayer en repensant bien dans le détail, si j'arrive pas à trouver ce qu'on peut dire de tel sentiment, de telle situation, de tel conflit général, universel. C'est donc la décision de travailler sur un sentiment relativement universel. Non, pas relativement. Tous les sentiments sont universels. Donc c'est la décision de travailler sur un sentiment universel qui vous conduit Bah oui. très spécifiquement à aller chercher différents moments où vous avez pu éprouver ce sentiment pour voir comment vous pouvez travailler. Ce que j'en sais. Voir ce que j'en sais. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de ça? Ah ben tiens, là, j'ai dû en savoir. Là, j'ai dû apprendre des choses de ça. Ok. Bon, alors maintenant, je vais voir ce que j'en sais. Mais alors, vous allez voir Quel est mon savoir? c'est quoi votre méthode? Comment vous faites pour retrouver ces sentiments, pour vous les rééprouver? Non, j'écris. Et quand j'écris, je vois ce que ça produit d'écrire telle scène, par exemple. Bon. Pendant longtemps, ça produit rien. Ça produit, oui, bon, d'accord, une scène, un truc, un souvenir, une histoire, un machin. Okay. Ça ne produit rien. Il n'y a pas de savoir. Il y a juste un récit, une histoire, quoi. Un moment de vie, en effet. On peut laisser tomber. Mais si on se dit, oui, mais non, il faut que j'arrive. Bon. Alors, au bout d'un moment, quand je dis un moment, ça peut être 1 an et demi, 2 ans, hein, sur le même truc, à effacer, à reprendre, à dire, je laisse tomber, je fais autre chose, j'y reviens. Hein. À un moment, voilà, il y a quelque chose qui en effet, je ne sais plus ce que vous avez dit, de les rééprouver. Voilà, qui se rééprouve, en effet, qui s'éprouve sur la page. C'est pas que ça s'éprouve sur la page. Ça, voilà, tiens, alors ça s'écrit sur la page. Incroyable. Ça s'imprime. Ça marque. Et alors donc, moi, forcément, je rééprouve. Et je vois comment je peux aller plus loin. Et voilà. Et donc, voir, parce que quand vous êtes en train de vivre les sentiments et les conflits qu'ils créent à l'intérieur de vous et dans les rapports, vous n'avez pas, ce savoir vous est pas vraiment accessible. Hein. Ne vous est pas accessible. On ne peut pas mélanger en même temps, on ne peut pas être en même temps dans on ne peut pas en même temps ressentir et savoir. C'est le même lieu, c'est la même source, mais ça peut pas... Parce que ressentir, ça vous prend complètement. Voilà. Alors, vous êtes occupé à ressentir. Vous pouvez juste dire, ah oui, ça doit être ça, c'est parce que ceci, cela, mais c'est bête en général ce que vous dites à ce moment-là. Enfin, c'est très limité. Bon. Mais enfin, il y a une source de savoir quand même là. Hein. Mais on ne peut pas... On ne peut pas y avoir accès on ne peut pas faire tout ça en même temps, c'est pas possible. Donc il faut en passer par ce qui ressemble, au fond, tel que vous le décrivez, à ce que j'appellerais une recherche. Absolument. Ah bah oui. Bah ça, c'est le plus long, le plus douloureux, le plus difficile et le plus angoissant. Parce que par définition, le mot le dit bien,
Ah oui, mais et alors? Et je vais où? Et je vais y arriver? Non, je ne vais pas y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Voilà. Et c'est ça, quand même, hein, qui occupe le plus. C'est je ne vais pas y arriver. Donc c'est pour ça que c'est le plus difficile. Et puis à un moment, on finit par y arriver. À un moment, bah pas forcément. Hein. Comment on peut savoir quand on est en train de je sais pas moi, je veux dire là, quand j'écris, voilà, c'est... Il n'y a pas si longtemps, j'ai passé, je sais pas, je peux dire assez précisément, à vrai dire, 19 mois à écrire tous les jours, environ 5 heures par jour, hein, et tous les jours, j'étais à la page 0. Voilà. Alors, quelquefois, j'étais à la page 30, quelquefois, à la page 40, boum, je retombais tout le temps à la page 0. Comme dans un jeu vidéo. Je connais pas les jeux vidéo, mais j'imagine. Oui, voilà. Donc, c'est quand même dur, vraiment. Parce que c'est ça. Donc c'est une recherche dont l'objectif est le savoir, vous dites. La connaissance. La littérature est pour vous un mode de connaissance. Oui, bien sûr. De réception d'un savoir. Je ne sais pas si je pourrais dire de connaissance, parce que, bon, mais en tout cas de réception d'un savoir qui est accessible. Hein, mais comment? C'est ça. D'un savoir qui n'est pas personnel. Hein, partagé. D'un savoir universel. C'est un mode de connaissance d'un savoir universel. Ce n'est pas un savoir qui m'est propre. Hein. C'est un savoir universel. C'est pour ça qu'il est intéressant. Mais auquel on ne peut avoir accès que à titre particulier. Et à travers une méthode et un type de recherche, dans votre cas, qui est la littérature. Bah oui, oui. Enfin, c'est même, je ne sais pas si ce savoir peut se détacher de la littérature. Parce que je ne crois pas qu'on puisse le produire d'une autre manière. Hein. Enfin, si, par d'autres arts, sûrement. Mais je ne pense pas qu'on puisse le produire par une science. Si maintenant, vous vous placez non plus dans la situation que vous connaissez bien, 5 heures par jour, pendant ces 19 mois de travail, de recherche, mais dans la situation... De travail qui n'aboutit pas. Oui, mais si vous vous placez dans la situation que vous connaissez aussi, de réception de ce type de travail fait par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quand vous êtes lectrice de littérature ou que vous êtes devant un film au cinéma ou que vous écoutez de la musique, comment vous diriez que vous accédez à ce savoir tel qu'il a été produit par quelqu'un d'autre et qui vous le donne à partager au fond? Comment j'y accède, c'est-à-dire comment ça se manifeste Comment vous le vivez? Quel lien vous faites entre votre façon à vous de produire ce savoir et la façon des autres? Bah pour moi, c'est très clair, hein, c'est-à-dire, c'est pas du tout la même place, évidemment, mais je suis frappée, justement, parce que je me dis, tout ce qu'il sait. Je me dis, ou tout ce qu'elle sait. Je me dis, mais tout ce qu'elle sait, elle le sait, tout ce qu'elle sait, et qu'il me montre, ou qu'il me montre pas d'ailleurs, mais qu'il me laisse deviner. Le support qu'on me donne pour deviner ce que je sais, c'est magnifique. Voilà, ça c'est très bouleversant parce que c'est « Ah mais oui, il le sait, elle le sait ». C'est, voilà. Et il le dit comme ça. C'est ça les expériences qu'on fait
quand on lit, quand on voit des films ou quand on voit des œuvres Plastique au théâtre. Bah oui. Et que voilà. Il y a ce savoir qui est là, ce savoir incommunicable est là et il reste incommunicable. Il reste incommunicable, c'est pas un truc qui se communique, hein. Mais on n'est pas du tout dans la communication, ça ne se communique pas. C'est bien pourquoi on ne peut jamais parler des livres, des films, tout ça. Ah, je sais pas en parler, tout ça. Ben non, non, c'est pas communicable, sauf à le détruire. Bon. En revanche, on dit c'est juste des signes comme ça qui nous sont envoyés d'humanité, je crois, ce qu'on pourrait croire, s'il n'y avait pas d'art, si les gens n'écrivaient pas, ne faisaient pas de films, ne peignaient pas, ne faisaient pas de musique, on pourrait croire qu'on est le seul être humain sur Terre et que tous les autres sont des machines qui appliquent le programme social, économique et autres. On pourrait croire ça, puisque on est seul témoin de nos battements de cœur, de nos serrements de gorge, etc. Hein, de notre rythme cardiaque, tout ça, on est le seul témoin de ces manifestations-là. Ou alors on les observe sur les autres, mais c'est pas bien ça. Hein. S'il y a un côté un peu observation comme ça, c'est pas... Comme si on était supérieur, justement, c'est pas très... Bon. Mais là, par la manifestation artistique, eh bien, on voit bien que les gens ne sont pas des machines. Ça se voit que les gens ne sont pas des choses, mais des êtres sensibles, très sensibles. Sinon, on ne le serait pas. Sinon, on aurait l'impression de vivre dans la communication, dans la com. C'est ça qu'on croirait. Et donc on souffrirait. D'ailleurs, on souffre. Mais dans ces moments-là, de lecture, d'écoute, de tout ça, on ne souffre plus. Parce qu'on sait que il y a d'autres gens. Vous avez eu l'occasion de travailler en collaboration avec des artistes d'autres domaines, de travailler au théâtre, de travailler avec le cinéma, avec la danse. J'en oublie sûrement. Et diriez-vous que, du coup, c'est les comparaisons que vous n'avez pas dû manquer de faire avec la recherche littéraire que vous menez vous ont permis de comprendre ce qu'il y avait de commun et ce qu'il y avait peut-être aussi de spécifique à la littérature. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à la littérature ? J'ai l'impression, maintenant, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais disons que nous, on n'a rien, quoi. On n'a rien. On n'a rien. C'est-à-dire, vous avez une feuille blanche, quoi. C'est ça que vous voulez dire. C'est pas grand-chose. Hein. Vous n'êtes pas entouré. Ah non, mais ça c'est vraiment... C'est pas du tout un problème, ça c'est au contraire. C'est une chance. Ah bah oui, parce que voilà, ça c'est au contraire, c'est une grande liberté. Hein, c'est vraiment... Parce que tout le monde, les gens... Enfin, certains croient que c'est une difficulté. Ah oui, puis vous êtes seul. Souvent, quand je travaille comme ça avec d'autres artistes, en effet, films ou autres,
On me dit, ah oui, puis ça doit être bien, parce que comme ça, vous êtes moins seul. Mais oui, mais c'est, je veux dire, extraordinaire d'être seul. Donc, évidemment, c'est... Mais, non, mais... Oui, c'est plutôt... Il y a cette solitude, mais heureusement, parce que justement, comme il n'y a rien, et que ça peut durer des mois, qu'il n'y ait rien, faut quand même le supporter. Et je pense que c'est très... Enfin, moi, je n'aimerais pas le partager, ça. Je n'aimerais pas le partager, du tout. C'est déjà assez difficile à vivre seul, je n'aimerais pas le partager. Quand les gens travaillent ensemble, je ne sais pas. De toute façon, chacun est seul dans sa propre... dans ce qu'il a à faire, mais... Enfin, moi, de toute façon, la seule chose dont je ne pourrais pas me passer, c'est le livre. Hein. Pas pareil, le reste, pour moi. Mais c'est très intéressant aussi de découvrir, justement, que ce qui est invisible, même aussi... Enfin, ça peut se dire, quand on est cinéaste, par le son et par l'image. Que tout le monde, en fait, s'intéresse à ces choses invisibles, voilà, mais qu'on est tous très occupés à ressentir, quand même. Qui prennent possession de nous. C'est tout un tas de sentiments invisibles qui prennent possession de nous. Mais la littérature, oui, il y a pas de... Il y a des mots, mais des mots, il y en a une infinité. Et quand on écrit, eh bien, il n'y a pas de phrases qui viennent au début, quand on cherche. Moi, à chaque fois que je commence, chaque fois que je cherche à commencer, la première difficulté, la première chose que je ressens, c'est que je n'ai pas une phrase qui me vient. J'ai pas une phrase qui s'organise, pas une. C'est difficile quand même. Hein. Il faut toujours trouver la première phrase. Mais là, je ne parle même pas de première phrase. Je parle même pas de première phrase. La première phrase de la journée, disons. Je sais pas, une phrase comme ça qui pourrait être dans la tête, qui pourrait être une phrase qui je sais pas, qui ressemble à quelque chose, quoi, qui dit un truc, qui même si c'est une petite phrase, même un petit truc. Bon, bah peut ne pas y en avoir, quoi. Hein. Enfin, il y en a pas en général, il y en a pas. On est là, on passe notre temps à vivre, on sait absolument pas ce qu'on vit, on ne sait pas. On ne sait pas. On est l'otage permanent des choses qui nous occupent émotionnellement et pas que émotionnellement, enfin, qui nous font tenir debout. C'est pour ça que certaines personnes, parmi lesquelles des écrivains, ressentent le besoin d'écrire au quotidien quelque chose, un journal, une manière de mettre par écrit ce qu'ils vivent, peut-être précisément du fait du vertige dont vous venez de parler, de l'incompréhension de ce qui nous arrive, et d'autre part. Vous vous situez dans quelle catégorie, quel rapport vous entretenez avec des écrits intermédiaires en quelque sorte? Moi, j'écris tous les jours, mais je ne me dis pas que ce sont des écrits intermédiaires. Je cherche à écrire quelque chose qui ne soit pas intermédiaire, mais comme je n'y arrive pas, de fait, c'est intermédiaire et ça finit à la poubelle. Bon,
ce n'est pas, c'est pas intermédiaire, c'est C'est des recherches, oui. c'est des croquis, des esquisses, on dirait pour un peintre ou un dessinateur. Je sais pas, moi quand je commence, non, je me dis, voilà, je vais peut-être y arriver du premier coup, oui, c'est ça. Parce que c'est ça qui est dur, c'est l'illusion. C'est l'illusion. Parce que là, maintenant, c'est facile de dire, bah oui, j'essaie, je fais des croquis. Mais non, je ne fais pas des croquis. À chaque fois, tous les matins, je me lève pour faire le truc. Je ne me dis pas, tiens, ce matin, je vais faire des croquis. Non, je me lève pour faire le truc. Oui, mais bon. Je n'y arrive pas. Alors, on a parlé d'écriture, on a parlé aussi de la manière dont vous recevez des œuvres produites par d'autres artistes, écrivains ou autres. Comment maintenant vous vivez la réception de votre propre travail d'artiste ? Bah, il y a tellement de... Là aussi, il y a beaucoup de degrés. Hein. Il y a la lecture de l'éditeur d'abord. Bon. Alors ça qui est quand même très important, pour moi, très très important. Quelqu'un qui va me dire, qui va me confirmer que je suis dans un livre. Ça a été vrai pour tous les éditeurs avec lesquels vous avez travaillé ? Ah bah, si un éditeur n'est pas capable de me dire, enfin, n'est pas capable, c'est pas à lui d'être capable, c'est à moi de l'investir de la confiance qu'il peut, voilà, que je vais le croire. Bon, voilà, c'est à moi c'est un rapport comme ça où bon. Mais enfin, s'il n'y a pas ça, il y a rien, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de ça, s'il n'y a pas ça, il y a quoi ? Il y a à choisir la date de sortie. Donc s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de livre, quoi. Bah, si, il peut y avoir un livre quand même, j'imagine, hein, parce que je pense qu'il y a des auteurs qui peut-être qui ne demandent pas ça. Moi, j'en sais rien, je ne sais pas comment. Mais bon, enfin, déjà. Donc ça, c'est la première étape. Ah ben ça, c'est là. Donc ça, très, très, très important. Et puis après, il y a plein d'étapes qui suivent, qui sont très, très, très importantes aussi, jusqu'à la sortie du livre dans les librairies. Et normalement, à ce moment-là, ça m'est égal. Mais disons qu'avant, il y a un très long moment, parce qu'en général, entre le moment où je finis le premier jet et la sortie, il se passe quand même beaucoup de temps, parce que je relis beaucoup, je corrige beaucoup. Donc voilà. Et puis, il y a un moment où il y a d'autres personnes qui lisent que l'éditeur. Il y a d'autres personnes dans la maison, il y a, etc. Alors là, je les écoute comme parole d'évangile. Et c'est très, très, très... Voilà, j'essaye de comprendre la moindre chose, le moindre truc dans leur réception. C'est très, 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 très important. Il y a des critiques qui peuvent lire aussi avant la sortie en librairie. Oui, c'est très important. Très, très, très important. Ce moment-là, très, très, très important. Vraiment, qu'est-ce qu'ils voient ? Et puis... qu'est-ce qu'ils voient, puis surtout, est-ce qu'ils vont m'accompagner, quoi, hein ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce livre ? Est-ce qu'ils vont le porter ? Voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Tout ça, c'est quand même important. Très. Et puis, mais ça peut être aussi un lecteur, comme ça, à un moment, dans les tout débuts, tout débuts. Très important, un regard dans une librairie, très important. Et puis après, bon, c'est... Non, après, ça cesse d'être aussi important. En revanche, il reste quelque chose d'unique, hein, avec les gens avec quelqu'un qui vous a lu... et qui vous renvoie
quelque chose, il y a quelque chose d'unique. Voilà, c'est dans quelqu'un qui vient vous voir, ou qui vous dit un mot, ou souvent c'est pas besoin de plus, hein, ou quelquefois plus, mais quelque chose, il y a un truc très... où on vous dit, je sais pas, une sorte de... Oui, comme s'il y avait... je sais pas comment dire, comme une affection et une connaissance réciproque qui ne peut pas du tout qui n'a rien à voir avec celle qu'on peut avoir avec les gens qu'on connaît. Et un jour, ça me fait penser qu'un jour, dans une rencontre publique, il y a un journaliste qui m'a posé la question comme ça, il m'a dit, mais comme il y a beaucoup de choses personnelles dans vos livres, est-ce que, quand même, est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Je lui dis, mais comment ça, je ne comprends pas. Et il m'a dit, oui, parce que, bon, voilà, vous écrivez des choses très personnelles, et finalement, ce sont des gens... et ça s'adresse, enfin, les gens qui vous lisent, voilà, ce sont des gens que vous ne connaissez pas. Et alors, il y avait du public en face, et je lui ai répondu, mais je les connais très bien. Je les connais très bien. Et ce qui était très émouvant, à ce moment-là, quand j'ai dit ça, le public qui était en face, il y avait sûrement des gens qui m'avaient lu, mais enfin, la majorité ne m'avait pas lu. Mais personne n'a ricané. Je veux dire, les gens savaient très bien de quoi il était question. C'est pas... Il n'y a pas c'est pas ça. Il n'y a pas de dévoilement, il n'y a pas d'exposition, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus un échange de regards. Un livre que vous écrivez, qui est lu par quelqu'un, c'est ça, c'est la force d'un échange de regards. Et en même temps, après, la personne va dans une direction, moi je vais dans une autre. Il y a des lectures qui prennent plus de temps, la réception est plus lente, mais votre travail en fait déjà l'objet depuis longtemps, c'est la réception universitaire, académique, de la recherche en littérature. Qu'est-ce que vous en faites de ça? Comment ça, ce que j'en fais? Est-ce que ça vous intéresse, les gens qui travaillent sur vos livres? En fait, là, j'étais aux États-Unis en novembre, où sortait l'Inceste. Et donc, aux États-Unis, c'est une certaine importance, les universités, tout ça, débat intellectuel, beaucoup là-bas. Peut-être, j'ai l'impression, un peu plus qu'en France, en tout cas pour les livres qui sortent de l'actualité, quoi. Enfin, les livres contemporains, je veux dire. Et oui, enfin, c'était... je trouve ça... c'est vraiment... J'aime bien, quoi. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que c'est pas le même rapport, hein, c'est autre chose. C'est pas le même rapport, c'est pas les mêmes questions. C'est-à-dire, ce qui les intéresse, c'est la littérature. Et je sais pas... moi, ça me... Je sais pas... ces gens qui sont là, qui la font pas. Ils font pas les livres. Mais ils s'y intéressent, quoi. Ils s'y intéressent. Ils s'y intéressent, ils étudient, ils font des cours, ils transmettent. Ils vous lisent dans cet esprit-là. Ils s'appuient
sur les livres. Je trouve ça... ce sont des moments c'est hyper agréable parce que c'est très confortable en fait. C'est très 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 confortable. Vous n'avez rien à... C'est pur plaisir en fait. C'est le plaisir de ne pas être au même endroit exact, mais d'avoir un objet commun d'amour. Et chacun de là où il est, avec sa propre connaissance de son sentiment d'amour pour la littérature, eh bien, il peut dire quelque chose. Au fond, ces universitaires américains dont vous parliez, qui s'intéressent à votre travail, ils ne produisent pas des livres, mais ils participent de la littérature. Et ça nous invite à considérer ce qu'on appelle la littérature de façon peut-être plus large. Vous parliez d'objets d'amour à propos de la littérature. Et qu'un objet d'amour puisse être un objet d'étude, c'est quand même génial. Mais ça fait nous demander, au fond, où s'arrête la littérature. Peut-être d'avoir une définition plus large que simplement les livres. Vous-même, quand vous décidez, vous l'avez fait à quelques reprises, de lire en public, dans un théâtre, au moment même de la sortie de votre livre, je pense à des lectures à la colline, votre livre, c'est de la littérature. Et la littérature, elle est sur scène à travers une autre pratique. C'est le même texte, mais il y a quelque chose de différent parce que c'est vous qui le dites publiquement. Est-ce qu'on peut considérer que la littérature, désormais, elle est élargie en quelque sorte par ce type de démarche? Est-ce que ça vous... Je ne sais pas, mais est-ce que le théâtre, c'est de la littérature aussi? Si on voit Tchekhov sur scène avec des acteurs, c'est la littérature aussi qui se manifeste. C'est ça. Mais tous les écrivains ne choisissent pas, peut-être n'ont-ils pas envie ou pas les qualités pour, mais de produire, comme vous avez pu choisir de le faire, vos textes en public. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a conduit, par exemple, à faire ça? Mais parce que c'est intéressant, un plateau. C'est intéressant. C'est une situation d'adresse, ça, que je trouve... Et donc, oui, c'est quelque chose qui me... Je ne sais pas si j'ai quelque chose à en dire là maintenant, mais ce qui m'a conduite à faire ça au tout début, c'est que mon tout premier livre, dans une radio, j'étais à Nice, je devais faire une radio et la journaliste me proposait de parler du livre. Et je ne voyais pas ce que je pouvais dire. Donc j'ai demandé si ça la dérangeait, si à la place je lisais un passage. Et c'est comme ça que c'est venu. En fait, la littérature, ce n'est pas une facilité à parler, c'est une difficulté à parler. Et ça remplace. La littérature, c'est pour ça que je disais il n'y a rien. C'est pas quelque chose, c'est pas un truc formidable que quelqu'un veut absolument faire. Hein. Ça part de je n'y arrive pas, justement. Ça remplace l'impossibilité à dire ce qui est, à parler, à dire à ce qui est un peu de vérité qui se manifeste. Donc, c'est ça. Donc, et là, pareil, c'était ça. Ok, je ne sais pas comment faire. Ok, bon, je vais lire un morceau.
Mais ok. Ils comprennent. Voilà, on comprend, tout de suite, on comprend. En revanche, on ne peut pas commenter. Voilà, c'est ça la difficulté. La littérature empêche le commentaire. Ok, votre premier livre, vous étiez dans cette situation mal à l'aise de devoir parler de votre travail, mais le temps a passé, vous avez publié de nombreux livres et pris l'habitude d'en parler, néanmoins à chaque fois. Et en tous les cas, vous avez pris... Pas pour autant que je sais parler d'un livre que je viens d'écrire, non, ou que j'ai écrit. En tous les cas, ce qui a changé, c'est que vous avez pris l'habitude de prendre la parole en public, y compris pour parler d'autre chose que vos livres. Ça, c'était pas le cas quand vous débutiez. Non, c'est sûr. Jusqu'à y compris le faire de façon très exposée dernièrement, en participant à des émissions de télévision. Est-ce que ça a un rapport avec votre recherche, votre travail littéraire, et quel est ce rapport? Bien sûr que ça a un rapport. C'est un rapport, bon, ça a plusieurs rapports. D'abord, c'est un plateau, je le rappelle. C'est un espace plateau, comme sur un... Voilà, avec un public qui n'est pas celui qu'il y a dans le studio. Le public qui est dans le studio n'est pas un vrai public, c'est un décor. Le public, il y a un vrai public, mais il est chez lui. Donc ça, c'est très important. Il y a un public, mais on ne le voit pas. Mais il est là, dans un truc de temps beaucoup plus proche que quand vous faites un livre. Et puis, surtout, ça réédite de manière assez brutale la difficulté à dire quelque chose qui soit pas trop faux. Je ne dirais pas vrai, parce que c'est... Je ne sais pas si on peut y arriver. Mais en tout cas, qui soit pas trop faux. Qui cherche à s'approcher autant que possible du vrai? En tout cas, même si ce que vous dites, c'est pas exactement vrai, parce que c'est quand même très difficile dans ce contexte de grande lumière et tout ça, et puis, pour moi, parce que c'est toujours dans l'écrit que j'arrive à trouver quelque chose de vrai, et au bout de combien de mois, comme je vous ai dit, mais même si c'est pas exactement le vrai, étant donné qu'il y a l'image, étant donné qu'il y a les gens qui sont hyper attentifs, qui savent très bien, très habiles dans le vrai, le faux, le qui sonne faux, le qui sonne vrai, tout ça, ça peut éventuellement se reconnaître. Un peu. Pourquoi? Parce que donc il y a ça, et ensuite il y a et d'ailleurs c'est pour ça que c'est assez difficile, pour moi en tout cas, il y a pour moi, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Ça se reproduit. Toujours. Il y a une prise de parole. Il y a une écoute. Essayez de faire en sorte qu'on puisse entendre une personne qui est sur un plateau. Entendre un tout petit truc, peut-être, qui est une petite manifestation, pas seulement de son cinéma, mais bon, de ce qu'elle est, pourquoi pas, après tout. Même si on est comme ça en pleine lumière, avec tout un décor bruyant et ricaneur, donc autrement dit, tous les obstacles et tous les empêchements à ce que quelqu'un puisse manifester en quoi il n'est pas comme le voisin, en quoi il n'est pas le voisin. Bon, il y a un tout petit truc. Et du coup, on a l'impression que c'est finalement aux antipodes de la situation qui est la vôtre quand vous êtes face à la page le matin, que vous n'arrivez pas à trouver cette phrase ou à la mettre d'aplomb, cette situation dont vous parliez tout à l'heure, qui peut durer pendant des mois.
Là, c'est la situation exactement contraire. C'est une expérience limite, au fond, essayer de tenter ce qui se rapproche. Oui, mais l'expérience, c'est pas moi. C'est pas mon expérience qui compte. Ce qui compte, c'est pas moi. Ce qui compte, c'est la situation et que ma présence, est-ce que par ma présence, quelque chose de la situation bouge un tout petit peu ou alors ça ne change rien. Bon, évidemment, eh bien, c'est tellement lourd, c'est tellement costaud que, et bien sûr, ça ne change rien très souvent. Bon. Et puis, il y a un moment où ça change un tout petit truc. Alors, quand ça change un tout petit truc, eh ben, je suis contente. Voilà, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Mais bon. Vous parliez quelques minutes de la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé à devoir trouver un stratagème pour ne pas parler de votre premier livre, mais plutôt en lire un extrait. Ce premier livre, c'était Vue du ciel. On est à la fin des années 80. Donc On est en 90. En 90. Janvier 90. Ouais. Tout début des années 90. Il s'est écoulé beaucoup de temps et beaucoup de livres depuis. Quelle vue d'aujourd'hui de Vue du ciel, en quelque sorte? C'est drôle parce que justement, j'y pensais il n'y a pas si longtemps et je pensais à la phrase de la fin, le beau Dieu. Ça, c'est la dernière phrase. Comment je vois Vue du ciel? Ben, il y a plein de choses que je vois. Comme j'ai mis beaucoup de temps et que ça a été dur d'être publié, il y a eu beaucoup de refus avant. J'étais à Nice et des amis qui étaient à Nice avaient fait une sorte de petite fête et ils avaient commandé chez un pâtissier un gâteau, grand gâteau, qui reproduisait la couverture du livre. Et donc je pense à ça. C'est pour dire la joie de cette publication. Et je crois que le reste s'est complètement effacé. Après, il y a eu évidemment des déceptions de machin, mais c'est vraiment la joie. Vue du ciel, c'est la joie de la première publication. Vraiment. Espèce de... Waouh, c'est bon. J'y arrive, pour le coup. Sachant pas du tout ce que ça va donner. Ça fait rien, ça suffit. Être publié. Être publié, et puis ne pas cesser de l'être par la suite. Parfois, le deuxième livre pose beaucoup de problèmes aux auteurs qui n'arrivent pas à convaincre l'éditeur du premier de continuer. Ça n'a pas été votre cas. Vous avez rapidement publié Not to Be. Mm-hmm. Il était déjà prêt? Non. Quand je finis un livre, j'ai les poches archi vides, normalement. Ouais. Non, alors pas tellement... je ne crois pas que j'en ai gardé un grand souvenir de Not to Be. Sur le moment, je trouvais ça bien, mais je ne sais pas, j'ai pas envie de m'y réintéresser. Oui, c'est pas, pour moi, c'est pas... Oui. Avant de passer au troisième livre, quel rapport vous entretenez à ces textes, à tous ces textes publiés? Est-ce qu'il vous arrive de les relire, alors peut-être à l'occasion de rééditions? Oui, réédition, lecture, théâtre. Si je dois travailler dessus, oui. Sinon, non. Mais si je dois travailler dessus, oui, ça peut m'arriver. Ça vous met dans quel... J'ai l'impression que c'est une perte de temps. J'aime pas tellement. Je n'aime pas. J'appréhende. Bon. Après, quand je le fais, bon, voilà. Mais pour moi, c'est un travail. Voilà, c'est un travail. C'est devenu un travail. Et c'est pas... Tout ce qui s'appelle travail, ça me plaît pas, en fait. Et dès que ça devient un travail, ça m'agace.
Et pour moi, c'est un travail de faire ça. J'aime pas. Alors, à propos de réédition, Léonore Toujours, c'est un livre qui a été publié 3 fois. D'abord chez Gallimard à l'Arbalète, puis chez Fayard, puis À au Seuil. l'Arpenteur, et non pas À à l'Arpenteur, l'Arbalète. pardon, à l'Arpenteur, puis enfin au Seuil. Oui, au Seuil, et puis en Et folio, là, en gélu. En gélu. Oui, mais au-delà des éditions de poche, je parlais même 3 fois en grand format, ce qui est assez rare. Non, mais alors ça, c'est très simple. Bon, pour moi, Léonore Toujours, c'est mon premier livre, en fait. Pour moi, Léonore Toujours, voilà. Mais pourquoi? Parce que c'est le premier livre où je commence à comprendre ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, pour moi, c'est mon premier livre, en fait. Et puis, c'est un livre qui s'est très, très peu vendu. Quand je dis très peu, c'est 300 exemplaires. Je pense qu'on est d'accord que c'est très peu. Et ça m'a beaucoup déçue. Et ensuite, j'ai remarqué que malgré... Et puis, il y a eu, je crois, il n'y a pas eu de presse du tout. Enfin, il y a eu... il ne s'est pas vendu. Il y a eu un article qui est paru 6 mois après dans les pages société d'un hebdomadaire. Enfin, vraiment, c'est un livre qui n'a pas du tout été vu, quoi. Et pourtant, des années après, c'est un livre dont on a beaucoup commencé à me parler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que les gens ont retenu. Des critiques au départ, hein. Critiques, des gens qui sont plutôt lecteurs professionnels. Mais c'est un livre dont on a fini par vraiment me parler. Donc c'est pourquoi il y a eu ces rééditions en se disant, ok, il faut espérer redonner sa chance et tout ça. Et oui, enfin, pour moi, c'est un livre très important, Léonore Toujours. Interview, le livre suivant, on est au milieu des années 90, et c'est le premier livre publié par un nouvel éditeur. Oui, parce qu'il se passe un truc très... C'est-à-dire que je mets beaucoup de temps à être publiée. Avant Vue du ciel, je mets 6 ans. Je publie ces 3 livres. Vue du ciel, Not to be, Léonore Toujours. D'accord, j'ai très peu de lecteurs, mais enfin, voilà, je suis là, quoi, j'existe un peu. Et puis mon éditeur me dit qu'il m'adore, que c'est génial, que ceci, cela. Et là, je donne interview et il me lâche. Il me lâche au motif, d'après un rapport de lecture, que Léonore Toujours, franchement, c'est un livre immoral et qu'il faut m'arrêter net, quoi. Donc je me retrouve de nouveau sans éditeur. Alors là, c'est... Après avoir vendu 300 exemplaires du livre précédent. Oui. Mais enfin, j'avais quand même un éditeur. Donc dès lors qu'on a un éditeur, voilà. Après, on peut soi-même trouver ça un peu dur de vendre peu de livres, mais enfin, on publie. Non, mais je faisais cette remarque parce que Oui. On peut se demander si c'est pas la vraie raison. Oui. Oui, oui, bien sûr, mais en même temps, je ne leur coûtais pas très cher, hein, donc je ne pense pas qu'il y avait des économies à faire particulièrement. Mais non, mais je pense que... Non, enfin, je suis sûre que c'est vraiment quelque chose qui les a beaucoup dérangés dans Léonore Toujours, le fait qu'il y ait un personnage qui s'appelle Léonore, un personnage qui s'appelle Claude, et qu'ils trouvaient que je détruisais ma fille. C'est écrit noir sur blanc. Donc là, c'était vraiment compliqué. Et donc, j'ai de nouveau cherché... Pour moi, interview, pardon de parler de ça, mais pour moi, interview, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le livre où de nouveau, on m'éjecte. Et le jour même où j'apprends le refus, je vais faire des photocopies, je vais faire 4 ou 5 jeux, je ne me souviens plus, de photocopies du texte. Je les envoie à 4 éditeurs qui me refusent tous. Donc là, ça a duré 2 mois, décembre, janvier.
Et début février, Jean-Marc Roberts m'appelle, parce qu'on m'avait conseillé, on m'avait dit peut-être ça peut l'intéresser. Donc, voilà. Donc c'est mon arrivée chez Jean-Marc. Il ne faisait pas partie des 4 premiers. Non, c'était un 5e. Donc là, Oui, là, comment s'est passée la rencontre avec Jean-Marc Roberts, la première conversation sur ce livre, sur sa lecture? Je me souviens plus, mais je me souviens plus. Je me souviens plus. J'avais de nouveau un éditeur, voilà, c'était comme un sauveur, hein. J'ai de nouveau un éditeur. Lui démarrait en plus une collection chez Fayard, La Bleue, parce que c'était avant qu'il dirige les éditions Stock. Et... Voilà, donc il y a ça, et puis à partir de là, il y a quelque chose qui a changé aussi. Quoi? Jean-Marc Roberts, c'était un éditeur ça l'intéressait que... Il n'y avait pas que la littérature qui l'intéressait. La littérature l'intéressait, mais le destin des livres l'intéressait aussi. Que les livres soient lus, qu'ils aient de la presse, tout ça, ça comptait pour lui. Ça comptait même beaucoup. Il adorait ça même. Il aimait bien ça, faire connaître les livres qu'il publiait. Alors qu'il y a des éditeurs, c'est pas leur propos. Les éditeurs, ce qu'ils aiment, c'est dire à leur auteur qu'il est formidable, mais que malheureusement, il y a très peu de gens, mais heureusement lui en fait partie, qui sont capables de se rendre compte comme c'est formidable. Voilà, ça c'est aussi un autre type d'éditeur. Donc là, vous vous êtes senti soutenu Oui. Oui, il y avait quelque chose de très proche, peut-être trop, qui a fait qu'à un moment j'ai eu besoin de partir, enfin un moment, 10 ans après hein, quand même. Hein. Donc on a fait beaucoup de choses quand même en 10 ans. Hein. Beaucoup de livres, oui. Oui. Oui, on a fait un... Enfin, Jean-Marc m'a énormément apporté, ça c'est sûr. Il m'a beaucoup apporté. Alors après, il y a un livre, Les Autres, qui est un peu différent des Pareil, les autres, je non? ne sais pas si c'est pas, j'ai envie de l'oublier. Je ne l'ai pas relu, je n'ai pas du tout envie de le relire. Moi, je pense que ça, c'est des livres, Les Autres. Il y a quelques livres comme ça. Il y a Les Autres, il y en a un autre. Not to be, vous disiez? Not to be. Alors, Sujet en Go, c'est autre chose. Parce que Sujet en Go, je l'ai refait. Enfin, je vais vous laisser dire, mais ça sont des livres... Il y a certains livres, alors, par exemple, Les Autres, c'est typique, où En fait, parce que, qu'est-ce que je fais, moi? Pendant 10 ans, j'apprends aussi. J'apprends. Je regarde ce que c'est. Ce que je peux faire, ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est. Bon, et la littérature. Bon, alors qu'en fait, je m'en fous de la littérature en vrai. Bon, j'avais pas compris ça à ce moment-là. Ce qui compte, c'est pas la littérature, ce sont les choses qu'elle peut dire. Bon, mais ça m'a mis du temps pour le comprendre. Alors évidemment, elle le dit parce qu'elle trouve une forme, bien sûr, mais sinon elle ne peut pas les dire. Mais il y a toute une période là comme ça, et enfin c'est pas une période d'ailleurs, c'est des livres spécifiques où je crois, où ça me plaît en tout cas, d'être dans des formes, ça un peu dites littéraires. Bon, puis à un moment, à un moment, j'arrête quoi ça. C'est-à-dire de varier, d'essayer des choses différentes, avant de vous rendre compte, au fond, que c'est plutôt la singularité de votre façon qu'il faut creuser plutôt que... Oui, d'avoir du plaisir dans dans la forme
dans une certaine recherche formelle. D'avoir de plaisir là-dedans, d'en escompter peut-être une certaine reconnaissance aussi. Et puis en fait, ça... Je sais pas, c'est... Alors là, les autres, c'est typique. Plus du tout envie que les gens le lisent, du tout. J'ai refait ça un peu avec d'autres livres après, hein. Mais de moins en moins, moins en moins. Eh bien, alors par exemple, Sujet en Go, qui est un livre que j'aime beaucoup. Heureusement, j'ai refait une version, là, récemment, qu'on a publiée en J'ai lu, où j'ai viré la moitié du livre. Justement, tout ce qui était un peu comme ça, je sais pas, un peu, qui faisait malin, quoi. Donc j'ai enlevé tout ça. Et voilà, là maintenant, le livre, il est droit, quoi. Il est droit. Et on est dans la souffrance amoureuse de cet homme. C'est tout. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui montre qu'il est littéraire et ceci et cela. Il n'y a pas ça. C'est beaucoup plus facile à enlever avec les années passées. On voit immédiatement ce qu'il faut enlever. Ben, je pense que je le voyais aussi à l'époque, mais je trouvais ça bien. C'est ça la différence. C'est tout. Je trouvais ça bien. Je pensais que c'était bien. Voilà. Oui, je pensais que c'était bien. C'est pas le fait de le voir qui a changé. Non, bah, c'est facile à voir. Je le voyais, je le faisais. C'est la valeur qu'on accorde à ce qu'on voit. Exactement. C'est ça qui a évolué. Bah oui. Oui. Alors qu'en fait, ça encombre, ça empêche, ça met ça entrave l'accès. On voit moins bien, en fait. Si on enlève tout ça, bon, tchac, on voit, c'est clair, c'est plus clair. 1999, l'inceste. Un truc où je parlais trop de moi écrivain, finalement. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? On s'en fiche. Pas la question. Oui, alors l'inceste, 99. Bon, alors là, il y a... Là, pour le coup, il y a un écho, c'est clair. Et du coup, pour moi, je suis contente, mais en même temps, je suis très paniquée. Et je me souviens, j'habitais Montpellier à l'époque, et je me souviens que j'ai appelé Jean-Marc, quand j'ai vu la presse, j'ai appelé Jean-Marc et je lui ai dit, mais hyper inquiète, en larmes, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis à la mode ou quoi ? C'était... Je sais pas, j'avais peur d'être à la mode. Et c'était un peu ambivalent comme sentiment quand même, à la fois... Ah non, ça me plaisait pas du tout. Non, ça m'angoissait. Je suis à la mode, c'est ça, je suis à la mode. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis à la mode. Et ça m'angoissait. Mais parce que les gens... Parce que c'était faux, ça pouvait être faux. Défendaient le livre pour de mauvaises raisons, ils le lisaient mal. Non, mais je me préoccupais même pas de ça. C'est que tout d'un coup, on passait de très peu de lecteurs à tout d'un coup tout le monde qui s'occupe de ce livre. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quelles en sont les raisons, selon vous ? Le travail inlassable de Jean-Marc Robert, ça vous fait aller, ou il y a quelque chose qui tient au texte spécifiquement ? Bah oui, bien sûr. Bah, c'est un livre où je vais beaucoup plus... Enfin, je veux dire... voilà, c'est... Un livre où vous allez beaucoup plus... Bah, je sais pas... c'est pas juste une variation sur un thème, quoi. Hein. C'est quand même... Sujet en Go, c'était déjà... Mais enfin... Puis Léonore toujours aussi, mais... je sais pas, c'est... Mais les choses sont quand même... Il y a comment dire, les... Enfin oui, c'est... Je sais pas comment expliquer. Mais je sais bien que c'est un livre
Je sais bien que c'est pas un objet, quoi, voilà. C'est pas un objet littéraire, voilà. Et l'élargissement du public, qu'est-ce que ça a produit après cette première réaction d'angoisse? Non, mais rien de spécial, plutôt bien, évidemment. Bien, parce que ça veut dire que... D'abord, ça veut dire que j'ai peut-être, parce que je ne suis pas sûre à ce moment-là, mais j'ai peut-être que je gagne ma vie. Peut-être. Alors que jusque-là, quand même... Comment vous faisiez jusque-là? Jusque-là, je suis entièrement dépendante de la personne avec qui je vis et avec qui je suis mariée. Je dépends entièrement de lui, financièrement et forcément de manière plus générale. Ça pèse sur votre écriture, vous le sentez? En tout cas, je ne peux pas ne pas remarquer que, Vue du ciel, que l'inceste, vous voyez, je dis Vue du ciel comme si c'était le premier livre, que l'inceste, je l'écris alors qu'on vient juste de se séparer. Je le constate, c'est tout. C'est comme ça. Alors ça veut dire qu'il y a 3 premiers livres, là, déjà. Vue du ciel, Léonore toujours, Exactement. Et l'inceste. Oui, absolument. Chacun à sa manière est un premier livre. Oui. Est-ce qu'il y en a un autre? Je suis en train de chercher. Il doit bien y en avoir un autre après. Alors tout ça, oui, ça tourne des pages aussi. Vous évoquiez cette séparation. Le livre suivant, c'est Quitter la ville. Là aussi, dans votre œuvre, Je me suis bien amusée. Bien amusée. Ah oui, je me suis bien amusée à l'écrire. Beaucoup amusée. Ah oui. Oui, parce que c'était le sujet. Je faisais un livre... C'était pas un sujet littéraire du tout. Personne n'avait jamais fait un truc là où tout d'un coup, il s'occupait de la sortie de son livre. C'était pas un sujet, ça. Et là, un grand plaisir, moi. D'ailleurs, j'ai eu ça aussi avec Léonore toujours, hein, parce que quand j'ai fait Léonore toujours, c'était pas un sujet littéraire, hein, du tout, hein, ça. De dire le bébé, voilà, Léonore, elle est comme ci, elle est comme ça. Non. Elle prend son biberon, je lui donne son biberon, je lui fais... Non. Je ressens ça, voilà, je lui donne son bain, j'ai eu une pensée, je me suis dit, tiens, je pourrais la tuer. Non, enfin, c'est pas des trucs aussi grossiers, mais quand même. Où on dit comme ça, où tout ce qui passe vite fait peut être fixé à un moment. Alors que normalement, évidemment, c'est pas fixé. Et mais oui, je me suis beaucoup amusée avec Quitter la ville, ça me faisait C'est rire. presque devenu un genre littéraire depuis. Comme on dit, il y a les campus novels, etc. Bon, là, le livre sur l'écrivain qui ont tourné, il y en a eu un certain nombre depuis que vous avez essuyé les plâtres. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien amusée. C'était très marrant. Après, je me suis moins amusée quand il est sorti, mais oui, pour moi, ce qui est associé, c'est un moment de gaieté, vraiment. Quand je l'ai écrit, hein, après, quand il est sorti, ça a été très dur. Ils m'ont puni de l'inceste. Après, il y a eu plusieurs sorties de livres qui ont été des punitions. La plus grande punition, ça a été le marché des amants. Alors là, la punition a été fou. On va y venir, mais je voulais rester sur le plaisir d'écriture, de quitter la ville. C'est une expérience relativement rare dans la bibliographie, d'avoir pris autant de plaisir, de ne pas être dans la souffrance ou l'écriture. Non, il y a une chose qu'il n'y a pas eu. À chaque fois que je commence vraiment, que le livre commence vraiment, c'est un très grand plaisir. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a ce long moment avant où je cherche, et c'est tellement pénible. Bon, et là,
pour quitter la ville. J'ai pratiquement pas eu ça. Ça a démarré rapidement. Oui. Et puis j'étais apportée par le côté un peu subversif du sujet. Normalement. Oui, mais alors ça c'est un texte que j'ai écrit pour un spectacle pour Mathilde Monnier à la base et que j'ai voulu publier pour qu'il ait une existence. Je ne sais pas s'il tient comme ça tout seul. Je l'aimais beaucoup sur scène. Je pense qu'il peut tenir théâtralement. À la lecture comme ça, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est un texte de théâtre. J'aime beaucoup, hein, mais en texte de théâtre. Donc le vrai livre suivant, c'est Pourquoi le Brésil ? Oui. Voilà, il y a un truc là aussi qui commence. C'est le premier livre que je fais. J'habite à Paris à ce moment-là. Qu'est-ce que ça m'évoque, ça ? Pourquoi le Brésil ? Plutôt, c'est un livre que les gens aiment bien. Moi, il me paraît vieux. Mais c'est un livre que j'aime bien quand même. Hein. J'aime bien parce que là, il y a quelque chose que j'ai réussi et que j'ai écrit quand même. Ça tient beaucoup dans le début du livre. Hein. J'étais tellement fatiguée, je ne pouvais tellement plus que j'avais décidé. J'étais tellement fatiguée, je ne pouvais tellement plus que j'avais décidé de. Je ne sais plus la phrase exacte, mais enfin, de ne plus chercher l'amour ou un truc dans ce style. Bon. Et j'y pensais il n'y a pas longtemps, justement, à ça. Je me disais, voilà, c'est ça, la fatigue. La fatigue. C'est de chercher l'amour. Et de se dire, eh bien, ça ne vient pas, ça n'arrivera pas. Ou j'ai cru que ça était arrivé, mais en fait, non. Et boum, il faut repartir. Ou alors s'en passer. Ça produit une très grande fatigue. Donc ça, c'est comme ça que le livre commence. J'étais tellement fatiguée que j'avais décidé de renoncer. Donc l'association entre la fatigue et l'idée que, eh bien, on ne trouvera pas la personne avec qui on peut être bien, avec qui on peut être soi, que peut-être on ne trouvera pas. Ça produit une très grande fatigue pour cette femme. Et je suis contente d'avoir écrit cette association. Donc par exemple, la littérature, ça peut être associé de sentiments, de sensations, de choses qu'on éprouve qui ne vont pas forcément de pair. Et le travail consiste à montrer comment ils s'articulent. Non, parce qu'on ne peut pas dire ça, parce que ça voudrait dire qu'on le comprend avant. Alors, si on le comprenait avant, comme là je viens de le dire par exemple, on dirait ok, je vais faire une phrase qui le dit. Mais non, c'est la phrase qui vient. J'étais tellement fatiguée, je n'en pouvais tellement plus que j'en étais venue ou que j'avais décidé ou je sais pas quoi, bon, ouais. Je ne voulais plus, bon. Donc c'est la phrase qui vient, c'est la phrase. C'est-à-dire qu'en fait on le réalise. Disons, la phrase témoigne que c'est ça. Et après, on peut le comprendre une fois que le livre est écrit ou qu'il est en train de s'écrire. Mais ça ne se comprend pas intellectuellement, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était une espèce de savoir qui a besoin de la page pour se manifester. Donc ça ne se manifeste pas, c'est pas en raisonnant qu'on peut trouver ça.
Ensuite, sur la page du même auteur, c'est un livre, j'imagine, de commandes, Podane. Oui. C'est une série de réécritures, de contes. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est un truc de commande? Ou est-ce que c'est moi qui ai décidé ça? Je me souviens même plus. Non, je crois que c'était pas une commande. Et puis après, du coup, ça a donné lieu à une série. Oui, voilà. Puisqu'il y a eu un livre de Catherine Oui. Millet. Oui. Mais en fait, je crois que moi, j'ai écrit ça, et puis... D'accord. Pourquoi j'ai écrit ça? Je ne sais même plus. Mais... Alors moi, là, évidemment, si je pense à ce livre-là, je pense à Podane, mais je pense surtout aux vêtements. Parce qu'il y a plein de trucs de vêtements, il y a plein d'histoires de vêtements dans ce livre. Et donc, le plaisir des vêtements, c'est beaucoup, beaucoup ça. Qui peut être proche d'un plaisir des mots. Parce que c'est là aussi, il y a une matière, il y a un truc, il y a un contact avec des moments je sais pas, des choses en train de se vivre, tout ça. Enfin, il y a beaucoup ça dans Podane, parce que comme on parle de la grande robe et tout, des grandes robes. C'est un plaisir ancien, c'est un plaisir qui remonte Les vêtements? À l'enfance, à l'époque oui. où on lit ce genre de choses, mais... Ah non, non, c'est un plaisir qui remonte ça n'a rien à voir avec la lecture, le plaisir des vêtements. Ça a à voir au fait qu'à un moment donné, d'avoir un vêtement et d'adorer ce vêtement et puis d'avoir envie de le mettre, et voilà, c'est ça. Et puis C'est un plaisir dont vous ne vous êtes jamais lassé. Non. Non. Non, je trouve que c'est un truc très gai. L'année d'après, on est en 2004 et vous publiez Les Désaxés. Alors ça, pareil, on peut s'en passer, celui-là. Ça, c'est... Je me demandais ce que vous alliez en dire. Non, mais c'est un livre important, très important. Heureusement que je l'ai fait, parce que j'ai compris l'imparfait dans ce livre-là. J'ai compris ce qu'on pouvait faire avec l'imparfait. Il aura au moins servi à ça, alors. Ah ben ça, c'est sûr. Mais c'est-à-dire que... et d'ailleurs, après, dans Rendez-vous, l'imparfait est là, et il reste aussi pour le marché des amants. Et la façon dont je l'utilise, j'utilise pour montrer des mouvements et pour montrer des choses. Si j'avais pas compris ce que j'ai compris dans Les Désaxés, je l'aurais pas pu. Donc là, dans Les Désaxés, j'aime bien Les Désaxés quand même, hein, mais disons que quand on me demande, quand il y a des gens qui me disent « Ah, alors, je ne connais pas, par quoi je peux commencer ?» ou tout ça, je ne leur dis pas de commencer par Les Désaxés ou par les autres, ou voilà. Ils peuvent lire tout ça, mais disons après. Voilà. Mais oui, c'est important, parce que j'ai compris la capacité d'image en mouvement de l'imparfait quand j'ai fait celui-là. Sur la liste figurant ensuite Partie du cœur. Il y a des livres comme ça, des livres ou des textes. Quelquefois c'était des livres, là c'est un livre. L'usage de la vie, c'est un livre aussi, mais quelquefois c'est des textes très longs. Où j'éprouve le désir d'écrire d'une manière incarnée comment ce que c'est, quoi, ce que c'est, comme je disais, il y a un champ, voilà, sur écrire, etc. Ce champ qui est le champ fictionnel, irréel, et le champ réel, et qui ne communique pas, qui ne se confondent pas du tout. Parce que souvent, les gens... Il y a des gens qui disent, des auteurs, hein, qui disent « Ah oui, on ne sait plus très bien. » Mais si, bien sûr que si, on sait très bien. Bien sûr. C'est là, et ça, c'est là. Voilà. La différence, c'est réel, irréel.
fictionnel. Ça ne veut pas dire faux, ça ne veut pas dire fictif, ça veut dire que ça vit dans un espace qui n'existe pas. Voilà, l'art, c'est un truc qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut y représenter tout. Parce que ça n'existe pas. Si ça existait, on ne pourrait rien représenter. Dans l'espace réel, on ne peut rien représenter. Et sinon, ça serait la guerre. Donc là, c'est un lieu de paix et en même temps de liberté extrême, de vérité sur le réel, de représenter le réel. Extraordinaire. Donc si on commence à dire « ah ben non », tout ça, alors ça veut dire qu'il n'y aura plus d'espace pour représenter le réel. Mais on va finir asphyxié. Donc ça, c'est pas possible. Donc il y a des textes comme ça, mais où je le fais évidemment pas d'une manière, professorale, d'abord parce que j'en serais incapable, et puis c'est pas mon mode du tout, mais d'une manière incarnée, comme les mots qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe comment on peut comprendre les choses en les faisant ? Mais il y a une dimension un peu plus essai, malgré tout. Forcément, vu le sujet. Mais ce que vous dites à propos de ces deux espaces qui ne peuvent pas, ne doivent pas et ne se recoupent pas, cette distinction est parfois mise à mal par le discours de certains auteurs ou critiques, oui. mais aussi éventuellement par les régimes juridiques, par le droit. Or, il est très important. Il est très important que le droit sanctuarise cet écart. Mais non. Il n'est rien important de rien. Les juges, ce qu'ils font n'a aucune importance. Voilà, aucune. Ils vont rien sanctuariser. De toute façon, ils n'y comprennent rien. Donc, ils vont sanctuariser quoi ? Eux, ils vont sanctuariser quelque chose ? Voilà, il n'y a rien à sanctuariser, qui continuent à condamner ce que de toute façon ils ne comprendront jamais. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et chacun s'occupe de... Voilà, qui fasse les lois, c'est très bien. Ok. On se débrouillera toujours. On n'a pas besoin de sanctuariser, on se débrouillera. Quand ils auront tout interdit, c'est pas grave, on se débrouillera. Donc l'art est forcément hors la loi pour vous ? Non, pas forcément. Hors la loi au sens à côté d'eux, enfin, il ne doit pas se préoccuper finalement. Si, il faut se préoccuper, parce que c'est pas marrant d'être condamné. Donc bien sûr qu'il faut se préoccuper, parce que c'est important que le livre soit entendu. C'est important que les choses... Ça ne sert à rien d'avoir un espace fictionnel libre si il est condamné, parce que alors du coup, il n'y a pas de... ça ne va pas. Bon, donc, mais moi, je ne vais pas demander quoi que ce soit à un juge. Quoi que ce soit. C'est pas d'eux que j'attends mes autorisations. Alors après ce livre un peu différent, le livre suivant de fiction, c'est Rendez-vous. Mm-hmm. Ça, c'est un livre important. Un nouveau premier livre ? Peut-être, hein. Peut-être. Si c'est pas lui le premier livre, c'est... J'hésite entre... Soit c'est lui le premier livre de cette période-là, soit c'est une semaine de vacances. En tous les cas, c'est un livre qui est publié chez un nouvel éditeur. Déjà, absolument. Ça marque souvent des premiers livres. Oui. Un livre publié chez Flammarion après cette longue période avec Jean-Marc Roberts. Oui. Non, mais moi, je tiens beaucoup à Rendez-vous. Beaucoup. Pourquoi ? J'ai eu un mal fou à le faire. J'étais seule. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. J'étais seule pendant toute cette période. Je parlais à personne, je voyais personne. Je pouvais pas. Je pouvais pas, parce que si j'avais parlé de ce qui m'intéressait, de toute façon,
on m'aurait renvoyé des trucs hyper, je sais pas, bateau, enfin, que j'avais pas envie d'entendre. Donc je parlais pas. Et c'était un peu lourd. Mais j'étais très contente. Parce que je sentais que oui, que je... Je sais pas, c'était... comment être... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce livre? Les personnages, déjà. Il y a des personnages masculins. Il y a des personnages masculins très... Deux personnages masculins très courants, dans un sens, dans la vie. Différents socialement, mais pas si différents que ça pour le reste. Différents socialement, différents physiquement, différents dans leurs habitudes, dans leur vie, mais sur le fond, assez proches en fait. Un personnage très courant, qui est devenu très courant, de grand narcissique, l'homme grand narcissique, c'est quand même un truc du temps qu'on vit là, qui est quand même très... qui a cours, hein, beaucoup. Je l'ai écrit, j'ai écrit le rapport, j'ai écrit ce qui se... Les rapports amoureux, je ne sais pas si c'est de l'amour, mais en tout cas les rapports amoureux qui se développent entre la femme et le premier homme, la femme et le deuxième homme, tout ça. La comparaison entre deux hommes, cette... même s'ils ne se connaissent pas, cet inévitable concours aussi. Et puis, justement, quand c'est désocialisé aussi, quand le sentiment amoureux est complètement désocialisé, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe quelque chose d'un peu brutal, quand même. Pour le marché des amants, le livre suivant, vous changez à nouveau d'éditeur. Ouais. Juste pour un livre. Bon, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Hein. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. C'est comme ça. Mais le livre? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait partie des livres que j'aime vraiment. J'aime beaucoup. Mais enfin, je dis, parce que l'éditeur en question n'a pas su me protéger quand même. Les éditeurs ont quand même des... Leur truc, c'est pas seulement de dire oui, ton livre est formidable. Non. C'est de protéger le livre. Bon, quand un livre a des motifs, a besoin d'une certaine protection, parce que, parce qu'il ne va pas être tellement agréable. Enfin, voilà, ça va... Qu'est-ce qu'on lui reprochait à ce livre? Qui, moi? Non, pas Ce vous. qu'on lui reprochait? Oui. D'être ni fait ni à faire. Mais moi, je pense qu'on lui... je pense que c'est la marque d'un sentiment de... En fait, c'est un peu bête d'en parler maintenant, mais
En fait, je pense que le mot inégalité, qui a été utilisé beaucoup tout à l'heure, est impropre. Je pense que la question, ce n'est pas les inégalités, je pense que la question sont les haines. Voilà. Il n'y a pas d'inégalité. Tous les gens se valent. En revanche, il y a des haines, ça oui. Et il y a des haines entre des groupes de gens. Et là, il est évident qu'avec le marché des amants, ces haines sont mises au jour. Il y a évidemment, il y a la haine des femmes, ça, oui, mais quand on veut masquer la haine des gens entre eux, on peut se reporter sur la haine contre les femmes. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire dans ce livre, il y a la haine des classes les unes envers les autres. Mais ça, on ne pouvait pas le dire. Ils ne pouvaient pas le dire, ça. Et donc, il y a eu une haine, un déferlement de haine contre ma personne, à travers le personnage féminin, et qui m'est tombé dessus aussi, qui a été, mais c'était une sorte de... C'était bestial, quoi. C'était à fond, quoi. Vraiment, ils ont été, mais à fond. Et en fait, c'est ça. Les inégalités, elles ont bon dos. C'est les haines. C'est ça, le truc. Les haines des différences. Qu'est-ce que ça peut faire que quelqu'un ait de l'argent et l'autre n'en ait pas? Qu'est-ce que ça peut faire que quelqu'un soit noir et qu'un autre soit blanc? Ça n'a aucune importance. C'est pas ça qui crée des inégalités. En revanche, ça crée des haines. Avant, ça produisait... Avant, on croyait que ça rendait les gens inégaux. Avant, on disait, oui, les Noirs sont moins intelligents, moins ceci, moins ça. Ils courent vite, mais ils sont bêtes. Enfin, bon, bref. Bon, c'est complètement terminé, ça. Ça n'existe plus. Il n'y a personne aujourd'hui qui va dire que le cerveau des Noirs est moins développé que celui des Blancs. Personne ne va dire ça. Ça, c'est le racisme, ça ne sert à rien de se battre pour corriger ça. Ça n'existe plus. Le truc de Billie Holiday, et non pas Hallyday, Billie Holiday, de Strange Fruit, les hommes qui pendent, les hommes noirs qui pendent aux arbres, c'est terminé, c'est fini, c'est terminé. Donc il n'y a plus, il y a pas ça, il n'y a pas ça. En revanche, il y a les haines entre les groupes des gens et qui n'ont jamais été aussi fortes, jamais. Ah, mais il n'y a plus Strange Fruit, mais il y a par exemple, comme je le lisais dans Le Monde il y a quelques jours, une réalité à la fois quotidienne, massive pour des millions de personnes et largement inaperçue par ceux qui ne sont pas directement concernés. La difficulté de louer un appartement à Paris quand t'es noir. Bien sûr, oui, mais évidemment. Donc ça, c'est une inégalité devant la possibilité de louer un appartement. Oui, c'est simple, oui, non, mais bien sûr. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas en raison d'une prétendue inégalité. Si le propriétaire ne veut pas louer son appartement à un noir, c'est pas parce qu'il pense qu'il est inférieur. C'est parce qu'il ne l'aime pas. C'est beaucoup plus basique, tu vois. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus basique. Avant, il y avait l'idée, il y avait un raisonnement qui disait qu'il y avait une inégalité, une infériorité, que c'était dans les gènes quasiment. Ça a complètement disparu.
quand même. Bon, voilà, ça a disparu. Donc ce qui subsiste, c'est des haines, des gens les uns envers les autres. Et donc du racisme, du sexisme. Oui, enfin, je sais pas, justement, moi je l'appelle pas racisme parce que je l'appelle pas sexisme non plus. Je pense que ce sont des haines Ouais, c'est... Mais on ne pense plus aujourd'hui, pareil, que... Moi j'ai connu une époque où on pensait qu'une femme ne pouvait pas être présidente de la République, par exemple. Moi, je me revois en fac de droit avec un étudiant qui était avec moi, qui m'a éclaté de rire en disant « Mais enfin, mais tu imagines une femme présidente de la République ?» En éclatant de rire, pensant que j'allais dire exactement comme lui. Bon, je ne suis pas restée discuter avec lui, il n'y a rien à dire. Bon, il pensait vraiment qu'une femme ne pouvait pas être présidente de la République parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui j'étais amie, on s'entendait très bien. Hein, on discutait, etc. Mais bon, ça fait rien. Il pensait qu'une femme n'était pas capable d'être présidente de la République. Donc il y avait... L'inégalité était formulée en tant qu'inégalité. Ça, c'est fini. On ne pense plus que les femmes sont moins intelligentes et on ne pense plus que les Noirs sont moins intelligents. C'est terminé, ça. Mais on peut continuer de haïr les gens quand même. Hein. Après le marché des amants, les petits. Qu'est-ce que je peux en dire ? Ben, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente de l'avoir fait. Mais enfin, ça a été quand même l'occasion de... Je n'ai même pas envie d'en parler. Alors, une semaine de vacances, qui pourrait être un quatrième, premier livre. Ouais. Ou alors un dernier livre. Mais non, parce qu'il y en a eu d'autres après. Ouais. Non, mais tu vois, dans une... Non, mais... ça, c'est... Alors là, ce dont je me souviens, moi, c'est le moment où je l'ai fait. C'est facile de s'en souvenir parce que ça a été bref. Je l'ai écrit très très vite. Vraiment. Très très vite. Donc c'est très facile pour moi, je me revois. Je revois le contexte, je revois tout. Je revois la lumière, je revois tout. Je revois le timing, je ressens mon état, parce que c'était dans un temps très limité. Donc, j'ai vraiment je me souviens de mon effort pour que justement j'arrive à garder mon tempo de durée. Je me souviens comment j'étais, comment je me déplaçais dans l'appartement, je perdais pas de temps. Même pour manger, je me suis dit, vite, fais un truc, tout ça. Je me revois très très bien en train de m'isoler, parce que je n'étais pas seule dans l'appartement. Et je me revois en train de mettre une barrière pour que, enfin comme ça, invisible, pour qu'on considère que oui, j'étais là, mais je n'étais pas là. Et pourquoi il y avait une urgence plus forte à écrire ce livre que d'autres livres ? C'est-à-dire qu'il est venu sans que je l'ai préparé. J'étais en train d'écrire un autre livre. J'étais occupée à toute autre chose. Un autre livre que j'écrivais depuis, je ne sais pas, 6 mois. J'étais dedans. Et puis j'ai eu une commande
qui s'appelait, pour un magazine féminin, qui était est-ce que vous nous feriez une nouvelle érotique pour l'été ? Formulation qui m'a, voilà, exaspérée, naturellement, et en même temps cachet qui était quand même assez intéressant. Donc je ne savais pas trop comment faire. Et je me suis dit, je ne vais pas faire ça, c'est la honte. C'est la honte. Nouvelle érotique pour l'été, en plus il me demande à moi. J'étais en colère. Et puis un soir, je me dis, j'étais une espèce de truc comme ça, très en colère. J'étais comme ça, j'étais en train de rien faire, j'étais juste comme ça. Et je me dis, ah ouais, tu veux une nouvelle érotique pour l'été ? Ah ouais ? Ah bah écoute, d'accord. Et le lendemain matin, je me suis mise à ma table et j'ai commencé la première scène. Où elle mange, où elle fait une fellation et il y a du jambon sur le sexe de l'homme. Et tout ce qui s'ensuit, on voit très vite de quel ordre tout ça va être. Et puis je vois que j'écris, quoi. Et au bout de quelques pages, je me dis, mais attends, c'est pas pour eux, ça. C'est pas pour eux. C'est n'importe quoi. Évidemment, c'est pas pour eux. Non. J'ai bazardé le livre que j'étais en train de faire. C'était terminé. Je l'ai bazardé. Et j'ai continué ça. Et je voulais que ce soit... je voulais que ça soit contenu. Enfin, j'avais besoin, je crois, parce que c'était quand même assez pénible. Et je voulais que ça... Et je voulais tenir, donc je voulais que ça aille très très vite. Donc j'écrivais vraiment toute la journée. Et j'ai écrit le premier jet en une semaine. Vraiment. Puis après, j'ai pris du temps pour le corriger. Mais enfin, le premier jet tel qu'il est, c'est-à-dire la succession, tout est vraiment tel que je l'ai écrit. Après, c'était relecture, mais quand même. Et c'était bien. C'était bien, oui. C'était bien parce que ça se passait de discours, en fait. C'était vraiment... En fait, sur toutes les questions d'esclavagisation, de prise de position, de prise de possession d'un être par un autre, il y a beaucoup de discours. Il y a beaucoup de discours. Et ça ne sert à rien. À rien du tout. Donc là, je suis quand même très contente parce qu'il n'y a pas de discours du tout. Et je crois qu'on comprend très bien, pourtant. Parce que, oui, les gens, en général, quand ils parlent de quelque chose qu'ils ont vécu, ils passent par un discours. Ils racontent ce qu'ils ont vécu, mais en fait, ils ne le racontent pas. Ils le racontent à travers le filtre de ce qui semble être le discours sur ce qu'ils ont vécu. Ils sont en surplomb d'eux-mêmes. Alors qu'il faut juste être voilà, il faut être en dessous, il faut être... Eux, ils restent au-dessus. Et ça ne va pas.
faut juste être en dessous. Quand je dis en dessous, c'est sous le mouvement, sous sous les choses. C'est important que ça serve à quelque chose, parce que... C'est crucial. Non, c'est crucial. Enfin, que ça serve à quelque chose. Qu'on comprenne. C'est ça. Qu'on comprenne. C'est tout. Servir à quelque chose, ça, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne sert à rien. Si on veut faire quelque chose, si on veut que ça serve à quelque chose, il faut faire un discours. Autrement dit, il faut qu'il y ait une dose de mensonge. Bon. Non. Mais qu'on comprenne. Mais c'est complètement déprimant pour les gens, justement, qui font de la politique et pour qui tout doit toujours se terminer par de l'action, du militantisme, du discours et tout ça, parce qu'ils voient ça, ils disent « Ok, il n'y a pas de discours », donc ils essayent de le transformer en discours, et c'est insupportable. Insupportable, parce que c'est une espèce de mensonge qui finit toujours par réapparaître. Le livre suivant, La petite foule, est assez différent des autres, formellement. Très. Ah oui, c'est vrai, je le fais juste après une semaine de vacances, celui-là, oui. Oui, ça c'est parce qu'au départ, il y avait l'idée de faire un truc de portrait politique. Mais je n'avais pas envie de le faire. C'était une commande. Vous voulez que je fasse un truc de portrait politique, moi je n'avais pas envie. Et donc je me suis dit, ok, je vais faire, d'accord, je vais mettre des portraits politiques, mais je vais mettre aussi des trucs de gens... Croquer un peu sur le vif, c'est le sentiment que ça donne, mais... Ouais, non, pas vraiment, parce que Pas vraiment, non, parce que je me suis... Sur le vif de la mémoire. Ouais, voilà, plutôt. Et puis aussi même d'aspect, d'aspect, parce que soit on contient forcément aussi, suivant les âges, suivant les moments, on contient aussi plein de personnages. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais tout à fait différent. Donc, il y a plein de... Voilà, il y a plein de possibilités aussi de faire vivre tel ou tel personnage. Et puis évidemment, ce qui m'a plu, c'est pas tant lui, elle, lui, voilà, c'est ça, c'est la composition. Oui, quelques mots sur Un amour impossible. Bon, là, je pense que c'est vraiment la sortie de livre la plus heureuse que j'ai eue. Oui. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'adhésion. C'était une surprise qu'Un amour impossible rencontre ce... Non. C'était attendu. Je ne sais pas si c'était attendu, mais en tout cas, c'était espéré. Donc je ne peux pas parler de surprise, puisque je l'espérais quand même. Mais donc ça, c'est quand même très, très, très agréable, vraiment. Parce qu'il n'y avait pas de... Parce que parfois, on peut faire un livre qu'on aime bien, mais qu'on aime, mais dont on sait qu'il contient quelque chose, par exemple comme Le marché des amants ou Rendez-vous, que j'aime beaucoup, mais, sans parler d'une semaine de vacances, mais qui contient quelque chose forcément qui est un peu déstabilisant pour le lecteur. Pour moi, non, parce que moi, j'ai eu tout le temps de l'écrire. Un livre, on ne le lit pas en 2 ans. On ne lit pas en 2 ans, 5 heures par jour. Bon. Donc voilà, moi, j'ai 2 ans, 2 ans et demi, 5 heures par jour, et puis ensuite beaucoup plus d'heures dans la journée pour l'écrire. Donc moi, je m'habitue, je m'adapte, je fais... Voilà, pour le recevoir. Mais le lecteur, lui, il n'a pas tout ce temps pour s'adapter au livre, au temps de sa lecture. Donc c'est après que les choses se font. Donc c'est un peu... Mais là, pour Un amour impossible, je savais qu'il y avait moins de... Bon, il y avait un inconfort, mais il y avait un inconfort et une réparation.
avec la fin du livre. Il y avait l'inconfort et la réparation. Donc je pensais que forcément il y avait quelque chose qui pouvait à la fois être vrai et à la fois faire du bien. Alors ça, c'est pas fréquent. Et je pense qu'avec Un amour impossible, il y avait ça, un peu. Je crois. Et donc, faut en profiter parce que ça se reproduira pas forcément de sitôt, cette conjonction. Ça peut pas être un objectif d'écriture, en tout cas. Bien sûr que non, mais en même temps, pour moi, je veux dire, le fait que quelque chose, qu'une vérité apparaisse, pour moi, ça fait toujours du bien. Toujours. Là, j'ai lu un livre, très court livre de Marc Potrel, qui s'appelle Une vie princière. C'est pas spécialement gai, il n'y a pas vraiment de réparation, c'est même plutôt... mais ça fait du bien parce qu'il y a une telle vérité. Donc déjà, ça c'est... Moi, ça me suffit largement.